La voix multiple du peuple, le chant de la fidèle Xunyang. Il faut prendre le titre au mot, le chant de Xunyang. 춘향가, Est, d'abord, un chant. Pour en saisir l'essence, fermer les yeux et imaginer une scène nue, investie par un chanteur à l'éventail et un tambourinaire. Ce duo suffit à incarner le 판소리, cet art authentiquement coréen que Serge Kagansky situe à la croisée du théâtre, de l'opéra, de la performance, du gospel et du two-man show. Le tambour résonne et la voix excellence, scandée par l'éventail qui s'ouvre et se replie avec un claquement sec qui donne la mesure. Emporté, le public réagit à l'unisson, tel un chœur baptiste, dans une communion intense qui frise la transe. Né donc sur les planches, ce chant lyrique s'est fait récit et a voyagé, porté par la tradition orale. Au fil des siècles, une myriade d'auteurs anonymes l'a enrichi, y agrégeant d'autres contes d'inspecteurs royaux et d'amour interdite. De cette matière vivante on finit par se sédimenter, strate après strate, des textes figés, des éditions littéraires de référence, dont les plus célèbres sont l'histoire de Xunyang, 춘향전, ou édition, 경판, et le chant de la fidèle Xunyang, 연려춘향 수절가, ou édition, 완판, l'idylle printanière. L'intrigue conte l'amour entre Xunyang, printemps parfumé, fille d'une ancienne courtisane, et Mon Gryong, rêve de dragon, fils d'un noble gouverneur. À Nangwon, dans la province de Jeolla, au moment où les fleurs commencent à s'épanouir, le jeune lettré délaisse la bibliothèque paternelle pour flâner au grand air. Là, il aperçoit Xunyang en train de faire de la balançoire. Cette première entrevue est peinte avec la délicatesse des estampes les plus fines. Elle saisit la corde de ses délicates mains, monta sur la planche et s'envola. Les feuilles des arbres accompagnaient son va-et-vient. Le rouge de sa jupe faisait une tache heureuse sur la verdure alentour. Vue de face, elle était l'hirondelle qui plonge pour rattraper au vol un pétale de fleurs de pêcher qui glisse vers le sol. De dos, elle semblait un papillon multicolore qui s'éloigne à la recherche de sa compagne. L'amour, foudroyant et immédiat, pousse le jeune noble à braver les convenances. Il se rend chez elle de nuit. Le seuil de la chambre franchi, cette fille du peuple se révèle non moins éduquée et raffinée que lui. Le regard erre sur des poèmes de sa main accrochés au-dessus de sa table de travail, sur des calligraphies, des peintures. C'est dans ce décor que les amants échangent leurs vœux, scellant une union qu'ils gardent encore secrète, séparés qu'ils sont par la naissance et la fortune. L'épreuve de la constance. Sur ces entrefaites, le père de Mon Gryong est rappelé à Anyang, Séoul. Le jeune homme doit le suivre pour terminer ses études et passer les concours mandarinaux. Il laisse derrière lui une épouse éprise et fidèle qui, nouvelle Pénélope attendant le retour de son Ulysse, jure d'honorer un serment 1000 fois plus précieux que l'or, 1000 fois plus beau que le jade. Le drame se noue avec l'arrivée d'un successeur au poste de gouverneur, bien ado, homme luxurieux et brutal. Ayant entendu parler de la beauté de Xunyang, il exige qu'elle se mette à son service. La prise des présences des 기생, est d'une truculence rabelaisienne, où défilent des noms évocateurs, tels que demoiselle brume mystérieuse, fleur d'abricot ou fée de la rivière. Seule Xunyang manque à l'appel. Traînée devant le tyran, elle ose lui tenir tête, arguant qu'une femme vertueuse ne peut servir de mari, fût-elle de basse extraction. La vertu, la fidélité ont-elles quelque chose à voir avec le rang social? Pour cette insolence, elle subit le supplice. Chaque coup de fouet qui s'abat sur elle devient l'occasion d'un chant de résistance, une litanie douloureuse où elle réaffirme sa loyauté. Même si on me tue 10 000 fois, clame-t-elle, l'amour qui habite dans mon cœur, l'amour qui lie les 6000 articulations de mon corps, cet amour ne changera pas. Je ne dirai rien du dénouement, sinon qu'il est heureux. La revanche des cœurs contre les rigueurs de l'arbitraire. Le chant de la fidèle Xunyang embrasse toute l'échelle sociale de l'Ancien Régime, du plus haut pour Mon Gryong au plus bas pour Xunyang. Son succès tient à ce qu'il osait parler tout haut d'amour en ce pays où les jeunes cœurs étouffaient sous l'autorité et où le mariage, affaire de raison, se traitait froidement sans qu'ils aient voix au chapitre. Cette revendication intime se double d'une dénonciation politique des abus et de la corruption qui prévalait parmi les dirigeants. Certes,
Je l'avoue, le récit souffre parfois des divers ajouts qu'il a suscités. Le bulletin critique du livre en français y relève quelques incohérences, des justifications maladroites, de la naïveté et des mièvreries. Pourtant, semblable à un coquillage qui restitue la rumeur de l'océan, il conserve, sous tout cela, un murmure et comme un vaste bourdonnement sourd, la grande voix infinie et multiple des poètes du peuple qui chantent tout autour. Leur âme vibrante, leurs sentiments bons et purs ont fait passer cette œuvre à travers les siècles. Ils la vivifient encore aujourd'hui, lors du grand festival de Nantwon, où rivalisent les meilleurs. 명창, Maîtres chanteurs, Lim et Jong rapportent que certains d'entre eux s'exercent avec tant d'ardeur afin de donner à leur voix la perfection de l'expressivité qu'ils vont jusqu'à cracher du sang. Tous au vain, leur sacrifice est salué par le public qui se lève pour applaudir, les larmes aux yeux. Et ces larmes de spectateurs contemporains sont aussi émouvantes que les avanies et retrouvailles des amants de la fiction.